C'était possible. Donc, Merci Hector. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de notre société, Prosim. Ensuite, je parlerai de la stratégie que nous utilisons pour les aspects de scale-up. J'expliquerai pourquoi donc, le scale-up thermique est particulièrement complexe. Et je présenterai pour ça donc, notre outil Batch Reactor qui, vous le verrez, est différent pour les aspects scale-up. Et j'insisterai sur l'importance de la complémentarité entre l'expérimentation et la modélisation. Donc Prosim, c'est une société d'ingénierie de procédés assistée par ordinateur. Donc on a deux compétences, le génie des procédés et le développement de logiciels scientifiques. Donc essentiellement donc, des ingénieurs et des docteurs ingénieurs. Et nous travaillons dans les domaines de modélisation, simulation et optimisation de procédés, avec tous les aspects donc, qui vont avec, c'est-à-dire thermodynamique, biomatière, dont on a parlé ce matin, dimensionnement, etc. Donc les industries concernent au sens large un petit peu toutes les industries, donc, avec lesquelles on va travailler avec des producteurs, mais également des sociétés d'ingénierie et également des équipementiers. Et puis donc, on va travailler sur les aspects conception, optimisation, mais également suivi de la performance. On a des domaines d'excellence pour lesquels on considère qu'on a une offre produit particulièrement pertinente, des références prestigieuses et puis une expertise importante. Et parmi ces domaines, donc, il y a notamment les produits biosourcés. Donc, au niveau de nos clients, donc, il y a des clients généralistes, également des clients qui sont dédiés donc, aux bioprocédés et puis donc, des académiques. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on propose, c'est bien sûr des solutions logicielles, mais également des aspects services, c'est-à-dire tout ce qui est donc, maintenant support et formation autour de nos outils, et également des aspects études, donc, qui vont permettre parfois d'utiliser l'outil donc, avec vos ingénieurs et nos ingénieurs en commun pour mettre en commun toutes nos capacités, voire réaliser des études de A à Z ou encore développer des logiciels spécifiques. En termes de logiciels, donc, on a des logiciels de simulation générique, Prosim Plus, procédé continu en régime permanent. Également donc, des logiciels de simulation sur les aspects batch, donc sur les aspects réactifs avec Batch Reactor et les aspects séparation avec Batch Column. On parlera de Batch Reactor aujourd'hui. Également donc, optimisation énergie, on en a parlé ce matin, de la méthode du pincement. Donc, on a un outil qui permet de trouver le réseau d'échangeurs optimum. Un peu de simulation dynamique avec les colonnes d'absorption. Également un partenariat avec une entreprise allemande pour faire de la planification de production et de l'optimisation de flux de matière. Et puis au cœur de tous nos outils, et ce qui est important, on a également parlé de ce mot-là ce matin, les aspects thermodynamiques, donc un serveur thermo qui peut être utilisé dans tous nos outils et également dans d'autres applications comme Excel ou MATLAB. Voilà, aujourd'hui Prosim, donc, on est donc, originaire de Toulouse, on a également donc, une filiale à Philadelphie, et puis on a construit un réseau de partenaires avec qui on a des liens assez étroits. Et aujourd'hui, Prosim, c'est un peu plus de 1000 clients dans 73 pays dans le monde. Pour travailler, donc, on a un réseau de partenaires, donc, des partenaires dans le domaine de la recherche, mais également donc, des consortiums internationaux, et puis donc, différentes sociétés avec lesquelles on va développer donc, des modèles thermaux, des opérations unitaires ou des logiciels spécifiques. Alors aujourd'hui, le thème de la journée, c'est savoir comment on peut passer d'une échelle labo à une échelle plus importante. Donc, ce matin, M. Zant a présenté déjà ce schéma qui montre que s'il y a des solutions qui peuvent exister avec une règle de 3, ce n'est pas spécialement optimal. Nous, ce que l'on propose, en fait, c'est de sortir la subscientifique moelle à partir des outils laboratoires, c'est-à-dire en gros la thermodynamique et les aspects donc, réactionnels. Et puis après, d'entrer ça dans un logiciel qui s'appelle Batch Reactor, de contre-typer les résultats qu'on va avoir en simulation avec ce que l'on a au niveau du laboratoire, et puis à partir de là, s'en servir pour extrapoler à une échelle supérieure. Donc, l'identification de paramètres cinétiques, elle peut être faite à partir de données calorimétriques ou des données en concentration. On va pouvoir avoir des essais qui vont être isothermes ou non. On va pouvoir éventuellement alimenter des réactifs. Et à partir de ces informations donc, expérimentales, on va pouvoir identifier un schéma réactionnel. C'est-à-dire, en gros, on va screener différentes possibilités et sortir celui qui semble le plus intéressant. On va également identifier les paramètres liés à ce schéma, c'est-à-dire donc, les paramètres des lois cinétiques, mais également les aspects chaleur de réaction. Et en plus de ces valeurs, on va savoir connaître les intervalles de confiance, c'est-à-dire savoir si on peut avoir confiance aux identifications qu'on a faites ou non. Et cette façon de fonctionner permet généralement de réduire le nombre de mesures expérimentales dont on va avoir besoin pour obtenir donc, les lois de vitesse.
Ensuite, une fois qu'on a ce modèle, on va utiliser donc Batch Reactor, qui lui est l'outil de simulation donc, des réacteurs batch, dans lequel on va avoir des équations rigoureuses de bilan donc matière partielle et globale, bilan enthalpique, des notions d'équilibre thermodynamique, les réactions chimiques bien entendu, et puis également des équations de contraintes, c'est-à-dire en gros contraintes sur des notions de pression, sur des retenues liquides, et des équations additionnelles, parce qu'on va avoir des productions dans des bacs, et puis également donc, contrôle et spécification, on va essayer de contrôler une température ou une pression, etc. Ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on parle de dynamique ou de batch, en fait, ce qui est très important, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en considération donc, bien les aspects donc, échange thermique, système d'agitation, condenseur, décanteur, prise en compte des bacs, etc. Donc pourquoi le scale-up thermique est important? Alors, on en a déjà parlé ce matin, et pourquoi il est complexe? Parce que le ratio donc, air d'échange volume, lui, il va changer lorsqu'on passe d'une échelle à petit volume à grand volume. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre un réacteur simple, donc avec, on va faire l'hypothèse que la hauteur est égale au diamètre, avec un fond plat. Donc facilement, on peut sortir l'expression du volume et de l'air en fonction du diamètre. Et si on prend 3 échelles qui sont représentatives donc, du laboratoire, du pilote et de l'industriel, dans ce cas-là, on déduit du volume le diamètre, on calcule l'air, et on voit que le ratio air sur volume, eh bien, il évolue drastiquement en défaveur, lorsqu'on passe d'une échelle petite à une échelle grande. Donc, c'est-à-dire que si on est capable d'éliminer la chaleur à l'échelle laboratoire, avec un réacteur donné, si on fait juste une règle de 3, au niveau industriel, ça ne passera pas. Également, la température dans le réacteur va varier en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on va avoir bien sûr des chaleurs de réaction qui vont faire évoluer la température, mais également l'aspect transfert thermique entre le réacteur avec le système de chauffage qu'on va pouvoir utiliser par la paroi externe, serpentin. Et donc la formule bien connue Q égale UA delta delta ml bien nous permet de savoir que finalement l'air d'échange va évoluer en fonction des caractéristiques géométriques bien sûr du système, mais également en fonction de la variation du hold-up qu'on va avoir, les sautirages, les alimentations, et également le coefficient d'échange, lui, il va dépendre des propriétés physico-chimiques du mélange, également des matériaux qu'on va avoir pour composer la cuve, et puis le système d'agitation, son type, les caractéristiques géométriques, mais également la vitesse d'agitation. Et puis bien entendu, le fluide thermique qu'on va utiliser pour gérer la température. Et puis, donc, dernier paramètre, l'écart de température entre le réacteur et le fluide procédé. Si on regarde plus en détail les propriétés physico-chimiques du mélange, là on va voir que finalement l'aspect thermo et les propriétés de transport vont également évoluer au cours du temps parce que la composition, compte tenu des réactions, va changer et puis la température varie. Donc si on regarde l'architecture maintenant du logiciel, eh bien, en fait on va avoir au cœur l'aspect thermo, l'aspect réaction chimique, et puis également la description des équipements, comme j'ai dit très importante pour le batch, et puis la description du mode opératoire selon lequel on va fonctionner. Et au-dessus de tout ça, une interface graphique qui permet de communiquer facilement. Sur l'aspect thermo, pour commencer, ce qu'il faut, c'est décrire les constituants qui vont être utilisés dans la simulation. Donc pour ça, 3 catégories. Une qui est relativement simple, c'est-à-dire les constituants classiques, comme l'eau, le glucose, l'oxygène, qu'on va pouvoir aller chercher directement dans des bases de données. Et puis des constituants un peu plus complexes, comme par exemple l'amidon, le maltotriose, où on va aller cloner un constituant à partir de la base de données, et puis à partir de là, changer quelques propriétés en fonction des informations que l'on a dans la littérature ou au niveau du laboratoire. Et puis, dernière catégorie, les constituants dits biologiques, c'est-à-dire comme la biomasse, par exemple, ou la matière sèche, ou encore les sites actifs, et pour lesquels, en fait, on a des informations qui vont dépendre du procédé sur lequel on travaille. Et donc là, en fait, on va créer un constituant à partir de rien et renseigner l'intégralité à partir des informations que vous aurez au niveau laboratoire ou trouvées dans la littérature. À partir de là, quand on a défini les listes des constituants, on va pouvoir appliquer des modèles thermodynamiques plus ou moins complexes qui vont dépendre de la nature des constituants. Et puis, ce qui est important de voir, c'est qu'on va pouvoir facilement implémenter ses propres modèles dedans. C'est-à-dire que finalement, parfois, on va avoir une viscosité pour laquelle on va trouver aucun modèle de connaissance qui va permettre de bien représenter cette propriété de transport. L'utilisateur va pouvoir facilement la renseigner. Et ce qui est important de noter, c'est que si on veut faire de la modélisation, en fait, il faudra automatiquement, cet aspect-là, connaître en gros les constituants et avoir un modèle thermodynamique qui permet d'être capable de représenter le système. Donc ensuite, l'aspect réaction chimique, lorsqu'on a défini un ensemble de constituants et un modèle thermo, on va lui associer des réactions chimiques pour lesquelles on va définir leur type. Est-ce que c'est des réactions qui sont contrôlées par l'aspect thermodynamique, c'est-à-dire équilibrées? Est-ce qu'elles sont contrôlées par une cinétique? Et pour chacune, on va fournir
des paramètres, c'est-à-dire la stoichiométrie, les paramètres associés au type de réaction qu'on va avoir. Et puis, on va pouvoir avoir donc, en modèle de vitesse des lois classiques type Arrhenius, Langmuir, mais également on va pouvoir renseigner ses propres lois de vitesse identifiées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation sur le modèle réactionnel en fait. Donc après, sur l'aspect description des équipements, l'idée c'est d'avoir une topologie qui est la plus proche de l'unité réelle. Donc c'est-à-dire qu'on va définir des alimentations en fonction de ce dont on a besoin, des bacs de production en tête ou en pied du réacteur. Également, on va spécifier si le réacteur fonctionne donc monophasique, liquide ou vapeur, ou s'il y a des échanges entre phases. On va ensuite spécifier est-ce qu'il y a un condenseur, est-ce qu'il y a éventuellement un décanteur en fonction des systèmes. On va regarder finalement quelle est la géométrie de la cuve, quel est l'agitateur que l'on utilise. Également, donc, sur les aspects échangeurs, est-ce que c'est un échangeur externe, serpentin immergé ou par la paroi. Et après, donc, on va décrire donc, le réacteur tel qu'il est dans la réalité. C'est-à-dire on va définir la géométrie de la cuve avec son type, les paramètres correspondants, l'échangeur par la paroi s'il existe, eh bien, on va dire quel type d'échangeur c'est, et puis après, donc, quels sont les paramètres associés à cet échangeur. Sur les matériaux sur la paroi, on va pouvoir définir un matériau côté procédé, un matériau côté utilité. Et puis, donc l'agitateur, eh bien, à ce niveau-là, on va définir le type de l'agitateur, les paramètres associés, la vitesse dépendra de chacune des étapes. Donc ensuite, si éventuellement on a un condenseur, eh bien, dans ce cas-là, on pourra le décrire par la géométrie de ce condenseur. Donc, bien évidemment, on a accès à des bases de données donc, technologiques qui viennent de constructeurs, pour les cuves par exemple, les agitateurs ou encore les échangeurs, mais également vous pouvez directement renseigner vos propres appareils dans une base privée. Donc une fois qu'on a défini donc, les aspects réaction et cinétique et puis l'équipement, donc vient la définition donc, du mode opératoire. Pour ça, on va définir différents types d'étapes, donc des étapes plutôt simples, c'est-à-dire quand on est à un niveau donc, bas de connaissance, on va dire j'apporte un flux thermique ou je l'enlève sans se poser de questions sur comment je l'apporte, ou alors on va pouvoir décrire complètement le système de chauffe ou de refroidissement et regarder éventuellement avec des régulations quels seraient les paramètres à avoir sur le flux d'utilité en termes de débit ou de température d'entrée pour réguler ma température telle qu'il le faut. Donc ensuite, une fois qu'on a défini ces étapes, eh bien, entre chacune des étapes, on va les enchaîner de manière automatique en décrivant donc, des événements. Alors ces événements peuvent être simples, ça peut être des événements temporels, mais ça peut être un peu plus complexe, comme une composition dans le process, ou une température, ou encore une pression. Donc une fois qu'on a fait donc, ça, on va pouvoir être capable de lancer la simulation et de regarder l'évolution de toutes les grandeurs, donc au niveau en fonction du temps. Donc, par exemple les concentrations, ou encore donc, des grandeurs liées au système thermique, quelle quantité de chaleur je dois évacuer par exemple pour maintenir la température constante. Encore donc, des informations sur la chaleur de réaction donc, en fonction du mode opératoire. Également des informations plus détaillées sur les températures, par exemple dans le réacteur, au niveau des utilités ou encore au niveau de la paroi. Également des informations sur les coefficients d'échange que l'on a. Et puis donc des informations sur l'aspect géométrique, c'est-à-dire le volume en fait, de liquide dans la cuve, la hauteur de liquide et donc l'air d'échange. Et puis également, donc, on va suivre les propriétés physico-chimiques au cours du temps. Donc typiquement, sur un cas bio, en fait, avec l'hydrolyse enzymatique de l'amidon, c'est-à-dire le brassage de la bière, et bien là on voit quand on a simulé le process, donc la comparaison entre les points expérimentaux et puis donc, les courbes pour différents jeux, de valeurs expérimentales. Et donc là, on en est donc à l'étape, en gros, je sais que finalement, ou je pense que le modèle que j'ai donc au niveau laboratoire, je peux l'avoir au niveau, donc je suis capable de le modéliser. Donc comment je passe à l'échelle donc supérieure. Donc pour ça, on peut utiliser des principes de similitude, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un invariant. Donc on a vu plusieurs principes de similitude. On va essayer par exemple de conserver le régime d'écoulement constant, donc le nombre de Reynolds constant ou le nombre de Froude. Le problème qu'il y a, c'est qu'on voit que finalement, si par exemple je veux conserver le Reynolds et le Froude constant, donc dans ce cas-là, la vitesse d'agitation, le ratio entre l'échelle 1 et puis l'échelle supérieure finalement, mais dans un cas il va dépendre du ratio donc des diamètres au carré, dans l'autre cas il va dépendre donc de la racine carrée. Et donc ça veut dire qu'en fait il va falloir choisir cet invariant en fonction donc, du phénomène physique qui sera prédominant. Alors typiquement à la fin d'une simulation, donc, on va avoir donc, en fonction des invariants donc, classiquement utilisés donc, dans l'industrie, les résultats obtenus
pour la simulation à l'échelle labo. Et ce qu'on va savoir après, c'est en fonction du facteur d'extrapolation qu'on aura sélectionné, eh bien, quelles sont les valeurs de ces invariants à l'échelle extrapolée. Donc typiquement, si je choisis comme invariant la vitesse de rotation, eh bien, la vitesse périphérique, lorsque j'aurai extrapolé, sera cette valeur-là, ou encore la puissance, par exemple, qui, à l'échelle labo, était à 0,56 kW, passe à 3,5 kW. Donc on aura des informations sur l'échelle supérieure. Et également donc, des informations sur éventuellement un vortex. Par exemple, ici, on a la valeur donc, de la simulation labo, la hauteur du vortex, et après, en fonction de l'invariant que je vais choisir pour extrapoler, quelle est cette profondeur de vortex. Et également des informations, si on a des alimentations gaz, quels sont les débits donc, à alimenter, si je conserve soit la vitesse superficielle, soit une vitesse par unité volumique. Donc après, le problématique, c'est comment je choisis un invariant. Donc il y a un protocole qui s'appelle le protocole Bourne, par exemple. Et donc, c'est pas ce monsieur-là, en fait, c'est ce vieux monsieur-là. Et donc, qui lui, en fait, permet justement de définir, donc c'est un protocole expérimental, où se situent les résistances au niveau du mélange du procédé. Donc son idée, en fait, c'est de dire finalement, il y a 3 échelles. Alors les 3 échelles, quand on est ingénieur process, on pense laboratoire, pilote, industriel. Pour lui, c'est pas ça, en fait. Les 3 échelles, c'est l'échelle macroscopique, microscopique, et entre les deux, c'est-à-dire mésoscopique. Donc l'échelle macroscopique, c'est la cuve, l'agitateur. L'échelle microscopique, c'est l'échelle de la molécule, donc c'est vraiment très bas. Et l'échelle mésoscopique, c'est au niveau de l'alimentation. Et son protocole, lui, il va permettre de se connaître quelle est l'échelle la plus critique. Alors typiquement, en fait, je vais passer très vite parce que je pense que je vais être sinon trop court. Donc il va faire varier la vitesse d'agitation, la vitesse d'alimentation, la position d'alimentation, et en fonction de ça, il va savoir dans quel régime il se place. Et puis après, donc, il a des règles qui vont dire, eh bien, si c'est par exemple le micromélange qui est limitant, donc dans ce cas-là, ce qu'il faut que je conserve comme invariant, c'est la puissance volumique, etc. Donc, pour conclure, donc, au niveau du logiciel, notre façon de fonctionner, donc, ce que l'on fait, c'est qu'au départ, c'est clair que pour nous, les essais de laboratoire sont essentiels, fondamentaux. Ils nous permettront de déterminer donc, quelles sont les cinétiques de la synthèse en cours. Également, donc, on va se servir des paramètres opératoires pour faire la modélisation donc, à l'échelle laboratoire. Éventuellement, donc, ça permettra de faire des boucles d'aller-retour. Par exemple, si je me rends compte que les données que j'ai pour identifier une cinétique ne sont pas suffisantes, auquel cas donc, je reviens au niveau expérimental et je recommence le processus d'identification. Une fois que j'ai un modèle qui me permet de bien représenter l'échelle labo, là je peux extrapoler mon réacteur. Donc j'ai parlé de notion d'invariant, mais ça pourrait être également le savoir-faire. Et derrière, donc, je vais pouvoir modéliser donc, mon réacteur à l'échelle supérieure, donc pilote ou industriel, et je vais pouvoir dimensionner tous les équipements, la cuve, mais également bien sûr le dispositif thermique, donc les alimentations, etc. Et puis je vais ajuster mon mode opératoire afin de pouvoir respecter donc, les productions souhaitées. Et puis derrière, ce qui va être important, c'est que je vais pouvoir également faire des analyses de risque. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai la chauffe qui arrête de fonctionner, ou le refroidissement? Qu'est-ce qui se passe si l'agitation tombe en panne? Voilà. Donc en conclusion, donc, pour nous les données expérimentales labo sont essentielles. Ce qui nous paraît important, c'est que les ingénieurs procédés et les ingénieurs chimistes, on en a déjà parlé, ils doivent travailler conjointement, et ça le plus tôt possible. C'est-à-dire que l'étape de scale-up, ce n'est pas une étape qui arrive juste à la fin, il faut l'anticiper bien en amont. Si possible, c'est vrai que si l'installation au niveau labo ressemble à l'équipement à taille réduite, est un équipement à taille réduite de l'unité industrielle, donc ce sera plus pratique. Au niveau modélisation, donc c'est clair que nous on a besoin de thermo et de cinétique. Ensuite, on peut réduire le travail, donc typiquement au niveau expérimental, typiquement en utilisant des protocoles standardisés. Donc on a vu le protocole Bourne, il existe de nombreux autres, mais également en modélisant au fur et à mesure donc, les données expérimentales avec des outils comme Batch Reactor, de manière à pouvoir justement voir si on a suffisamment d'informations pour être capable de représenter le réacteur. Et quand on a obtenu le modèle de réacteur batch, et bien là, en fait, on va être capable d'extrapoler donc à différentes échelles et puis d'étudier donc la réaction donc à différents niveaux d'échelle. Et c'est aussi un moyen, donc la simulation, de stocker les informations qu'on a pu avoir au niveau expérimental. Parce qu'un modèle de simulation, c'est vraiment une représentation à l'échelle numérique, finalement, de ce que vous avez passé beaucoup de temps à obtenir sur le labo ou sur le pilote. Voilà. Je vous remercie.